Je passe la parole. De toute façon, le temps de la table ronde est déjà terminé, donc maintenant, je passe la parole au professeur Aukeman, sans scrupule, on est en retard de toute façon. Bon, je vais aller assez vite et c'est assez difficile de parler à Pierre de Lyon qui a su fort légitimement soulever votre enthousiasme. Il a été question depuis le début de cette table ronde de la période actuelle que nous traversons et des attaques extrêmement violentes que subit une psychiatrie d'orientation psychanalytique dans le domaine de l'autisme. Catherine Vanier a apporté ça en introduction, Bernard Goltz a parlé de diabolisation, et Pierre vient de redire à quel point les politiques actuelles, dans une espèce de compulsion à la répétition, étaient en train d'enfoncer un clou assez néfaste. Alors moi, je vais peut-être prendre les choses un peu par l'autre côté. Après tout, nous sommes des psychanalystes. Nous pouvons évidemment nous indigner, comme tout être humain, de la violence des attaques que nous subissons et dont deux de mes collègues ici présents ont subi personnellement les effets. On peut aussi faire preuve de solidarité à leur égard. Tout ça, c'est des réactions humaines. Et penser que cette haine est absolument injuste et injustifiée. Mais comme nous sommes des psychanalystes, on peut essayer aussi de la comprendre. Alors la comprendre, c'est pas la justifier, bien sûr, mais enfin on peut s'interroger sur ce qui nous a conduit là. Enfin, alors d'abord, moi je vais prendre un point de vue un tout petit peu historique pour commencer. D'abord, les batailles de l'autisme, c'est pas récent. Il faut peut-être essayer d'inscrire ce qui se passe aujourd'hui dans un contexte historique. Elles n'ont pas eu la vivacité, la violence qu'elles ont aujourd'hui, mais là aussi nous bénéficions, comme en génétique, des progrès techniques, et il est certain qu'Internet a beaucoup favorisé la diffusion de cette violence. Mais enfin, les batailles, elles ont toujours existé. On peut dire qu'elles ont existé dès le début, bien avant qu'on parle d'autisme. Lorsque le premier, celui qu'on considère un peu comme l'ancêtre des autistes, le premier autiste de l'histoire, Victor, le sauvage de l'Aveyron, a été attrapé dans les bois de la Cône, dans l'Aveyron, et qu'il a été conduit, comme vous le savez, pas très loin d'ici, à l'institution des sourds-muets rue Saint-Jacques, et qu'il a été confié à Itard. Dès ce moment-là, il y a déjà eu des conflits. Itard soutenait qu'au fond, ce qui avait conduit Victor, que Victor était vraisemblablement un enfant qui, pour des raisons qu'on ignorait, avait été abandonné et qu'il avait manqué de ce qu'il appelait le commerce réciproque, l'intersubjectivité. Pinel, qui a été appelé en consultation, lui considérait que c'était un idiot congénital. Et cette espèce d'opposition entre l'inné et l'acquis, elle est déjà là, très vive, très, très importante dès le début. Et ce qui est en sous-jacence d'ailleurs, c'est ce qu'a très bien repris tout à l'heure Arnold Munich en montrant à quel point il fallait dépasser ça, c'est l'idée de la curabilité ou de l'incurabilité. Si c'est acquis, alors on peut le guérir. Si c'est inné, on n'y peut rien. Et nous sommes restés pendant très très longtemps prisonniers de cette espèce d'opposition. Elle reprend cette opposition un tout petit peu après, je vais très très vite dans l'histoire, entre celui qui s'intitulait fièrement l'instituteur des idiots, et qui est Édouard Seguin, qui n'est pas médecin, et un médecin qui s'appelle Félix Voisin, et qui est médecin à cette époque à Bicêtre. C'est de savoir ces enfants, il faut les éduquer ou est-ce qu'il faut les soigner? Et déjà, voyez, tout ce qui se trame et se dit aujourd'hui, une opposition très violente entre Seguin qui méprise énormément les médecins et Voisin qui finit par virer Seguin de son service, je vais très vite, où il était, parce que c'est un problème strictement médical. La querelle, elle repart encore à la fin du XIXe siècle entre deux personnages aussi très importants. L'un, c'est un médecin, c'est Bourneville, et l'autre, c'est l'ancêtre du QI, c'est l'ancêtre des psychologues scolaires, c'est Binet. Dans cette querelle, c'est la question de savoir est-ce qu'il faut faire une barrière entre ceux qui sont éducables
et ceux qui sont inéducables. Vous savez que Binet, avec son échelle métrique de l'intelligence, essayait d'avoir un système qui dirait, bon, il y en a qui sont éducables, et ceux-là, les médecins n'ont pas y touché, les médecins, les soignants, on dirait aujourd'hui, plus largement, n'ont pas y touché, et ceux qui sont éducables, qui sont inéducables, alors ceux-là, on les leur abandonne au fond de l'asile, on ne fait pas grand-chose pour eux. Binet disait, à quoi bon leur apprendre à lire ou à écrire, ils sont tout juste bons à balayer les planchers. C'est dans le texte. Hein. Donc, vous voyez, là aussi, c'est un conflit, c'est une bataille très violente qui aboutit d'ailleurs à exclure Bourneville de toute possibilité d'action au nom du primat de l'insertion scolaire, un problème qui est encore revenu, tu y as fait allusion tout à l'heure. Donc tout ça, je vais très vite, mais c'est pour vous montrer que la bataille qui se joue actuellement, elle est encore imprégnée de tout ce passé. Alors ce qui est un élément nouveau quand même, c'est l'entrée en lice des parents. L'entrée en liste des parents qui correspond, je crois, à deux phénomènes sociaux. D'une part, au fait que l'usager, en général, est quelqu'un qui devient de plus en plus puissant, et que l'usager que vous êtes, que je suis, qui va au supermarché, choisit ses produits. Mais de la même manière, aujourd'hui, l'usager veut choisir son produit dans le domaine du soin, et tout ce qui était un peu le domaine de l'expert, de celui qui savait, de celui qui décidait ce qu'il fallait faire, perd aujourd'hui de son importance devant ce nouveau pouvoir de l'usager qui estime avoir une palette de possibilités devant lui et qui réclame la possibilité de choisir. Et puis cette entrée en liste des parents, comme je le disais tout à l'heure, elle a été très favorisée par les progrès techniques et notamment par Internet. Pendant un certain temps, je me suis arrêté parce que ça finit par me fatiguer, mais je pense que c'est un peu la même chose pour toi, Pierre. Pour toi, ça devait être encore beaucoup plus douloureux parce que tu étais nommément cité, mais il est très intéressant quand même pendant quelque temps de lire les forums des parents sur Internet. D'abord, on apprend beaucoup de choses et on apprend peut-être quand même ce que j'appellerais les excès du psychogénétisme. Dans un atelier précédent ce matin, je crois que c'est André Michels qui expliquait très bien à quel point la psychanalyse s'est montrée arrogante, à quel point elle a cru à un certain moment qu'elle pouvait tout guérir, et à quel point ce psychogénétisme s'est construit encore une fois dans ce que Arnold Munich nous rappelait très bien tout à l'heure, dans cette idée que si c'est organique, alors on n'y peut rien. Et comme on était optimiste et qu'on voulait y pouvoir quelque chose, alors il fallait que ce soit psychologique et seulement psychologique. Il est intéressant quand même de voir que ce psychogénétisme, il s'est aussi construit en réaction. Il s'est construit en réaction à ce qui le précédait. Et ce qui le précédait, c'était pas spécialement joli. C'était essentiellement, pour aller très vite, l'eugénisme. Je pense que vous avez tous lu ce merveilleux traité sur l'autisme, qui est la première partie du Bruit et de la fureur de William Faulkner. Et dans cette première partie, qui est Le monde vu par Benji, ça a été écrit en 1929, avant Kanner, mais c'est déjà une description assez extraordinaire du monde autistique. Et bien, vous savez que Benji, ça s'est terminé pour lui par une castration. Et c'est tout cet eugénisme extrêmement puissant aux États-Unis en particulier qui faisait qu'on isolait tous ceux qui pouvaient, dans un mythe un peu de la dégénérescence, tous ceux qui pouvaient contaminer la race, tous ceux qui pouvaient... alors c'est là que la génétique s'est diabolisée, d'ailleurs en particulier, parce que c'était pas encore la génétique d'aujourd'hui, mais tout cet héréditarisme à l'époque conduisait effectivement à l'idée qu'il fallait préserver la race des impurs, donc à l'eugénisme. Et c'est contre ça que le psychogénétisme s'est construit. On ne sait pas assez peut-être que Kanner, quand il a commencé à travailler dans les années 30 sur ceux qu'il a décrits en 1943 sous le titre d'autisme infantile précoce, avait essentiellement comme idée de sortir du lot de ceux qu'on considérait comme les grands retardés mentaux, tout juste bons à être castrés ou stérilisés, d'en sortir un petit nombre dont il disait très clairement, et on sait aujourd'hui qu'il se trompait d'ailleurs, ils ne sont pas déficitaires sur le plan intellectuel, ce ne sont pas non plus des schizophrènes, c'est une maladie particulière que je décris, très particulière, et
Et il y avait ce souci. Et quand les psychanalystes, derrière Kanner, Margaret Mahler et d'autres, Margaret Mahler était peut-être une de celles qui était la moins soucieuse de trouver une étiologie purement psychologique. Mais quand d'autres sont partis dans ce que j'appelle le psychogénétisme excessif, eh bien, il y avait ce souci de dire c'est purement psychologique, donc on pourra les arracher en quelque sorte à l'eugénisme et à la stérilisation ou à la castration. Alors ça aboutit à tous les excès que vous savez, à une culpabilisation des parents, à ce que j'appelle quelquefois le neukisme. Il y a un certain nombre d'auteurs qui ont employé beaucoup l'expression ne que. L'enfant n'est que l'expression de l'inconscient maternel perturbé, n'est que l'expression de la grand-mère qui a mangé trop de couscous dont vous parliez tout à l'heure, n'est que l'effet des 3 générations qui sont absolument nécessaires pour fabriquer un schizophrène. Personne n'a jamais pu démontrer qu'il en fallait 3, 4 ou 5, mais on a répété ça pendant assez longtemps, et ces idées ont quand même imprégné les équipes. Elles ont joué un très grand rôle dans la formation des éducateurs dans les années qui ont suivi immédiatement 45, et c'est évident qu'un certain nombre de parents se sont trouvés face à des équipes où ils avaient l'impression d'abord qu'on s'intéressait beaucoup plus à leur psyché qu'à celle de leur enfant, et on était tout de suite centré exclusivement sur les histoires transgénérationnelles, sur pourquoi ils s'étaient choisis, sur quel était leur fantasme au moment de la conception, etc., etc. Enfin, j'en parle comme ça de façon un peu ironique, mais il y a eu énormément d'excès. Il y a eu aussi des erreurs idéologiques, que le soin, par exemple, devait être détaché de l'éducation. Moi, je me rappelle très bien une période où, dans les équipes, on entendait très souvent, tout à l'heure, Pierre de Lion a insisté sur l'importance de l'éducation, et lorsqu'on parlait d'éduquer un enfant autiste ou psychotique, on s'entendait répondre « il n'en est pas là ». Il n'en est pas là, il faut attendre la demande, il faut attendre je ne sais quoi, et on attendait. Et ce soin détaché de l'éducation, cette idée aussi un peu libertaire, post-68 dans une certaine mesure, qui assimilait forcément l'éducation à une répression, et qui oubliait tout ce que Freud a écrit sur le travail de civilisation, sur le travail de culture, sur le fait quand même que là où était le ça, le je ou le moi, selon les traductions, doit advenir, tout cela faisait que tout ce qui est de l'ordre de l'éducatif, tout ce qui est de l'ordre du pédagogique au sens étymologique du mot, de conduire l'enfant, a une fonction structurante, a une fonction d'organisation, de mise en cohérence de la personnalité, de relier toutes ces sensorialités dont tu parlais tout à l'heure. Tout cela, on peut dans une certaine mesure considérer que ça fait partie de l'éducation. Quand tu parlais tout à l'heure de la personne synchronisante, cette personne synchronisante qui est souvent la mère, elle fait avec son enfant un travail éducatif qui consiste à relier des morceaux sensoriels pour que l'enfant obtienne une espèce de cohérence. Et tout cela a fait que l'éducation a été rejetée beaucoup souvent par les équipes et que les parents également ont réagi à un certain moment. On pourrait citer encore dans les erreurs des erreurs plus techniques. Celle qui consistait à appliquer des règles analytiques à un champ où ces règles n'ont que faire. Bon, il est certain que les enfants ont besoin d'un espace réservé, qu'ils ont besoin que petit à petit on les aide peut-être à acquérir une intimité. Mais ça a été interprété quelquefois par les équipes avec l'idée d'un espace où les parents n'avaient pas le droit d'entrer, avec l'idée qu'il fallait absolument ne jamais leur communiquer ce qui se passait entre l'enfant et nous, une espèce d'espace réservé qui n'a fait finalement qu'alimenter chez les parents quelque chose qui me semble extrêmement présent et qu'on voit beaucoup dans les forums Internet, qui est le fantasme de vol d'enfants. Or, on n'a pas assez insisté dans nos équipes sur le fait qu'à partir du moment où un enfant se relie à nous, à partir du moment où se font tous ces phénomènes de transfert qui viennent d'être évoqués, inévitablement pour un parent, le parent ne peut pas ne pas avoir l'impression que cette personne qui a l'air de mieux comprendre le fonctionnement de son enfant que lui,
qui a réussi à établir avec cet enfant une relation que lui ne peut pas se construire pour le moment. Que cette personne, que l'enfant, quelquefois, quand il a un langage, cite à tout bout de champ. Moi, je me rappelle une mère qui me disait « J'ai passé un dimanche horrible, il a passé toute la journée à ne parler que de l'infirmière qui s'occupe de lui dans votre service, c'est intolérable. » Que tout cela ne peut qu'alimenter chez les parents un fantasme de vol d'enfant sur lequel on n'a pas toujours vraiment travaillé ou qu'on a considéré purement comme un fantasme, effectivement, comme quelque chose presque d'anormal. Et alors, dans Internet, c'est très visible. Ça revient. Par exemple, si vous regardez sur Internet, dans les forums, très souvent, on dit si vous refusez les soins en hôpital de jour, méfiez-vous, votre enfant, les méchants psychiatres ou les méchants psychanalystes vont le signaler et il va vous être retiré. Alors, quand on sait la timidité des équipes à faire des signalements, même dans des situations où elles devraient le faire, on se dit que ça n'est vraiment qu'un fantasme. Et que ce fantasme-là va dans le sens, je crois, de ce fantasme de vol d'enfant qui, on pourrait presque dire, structurel, enfin qui fait partie de la situation même de soins à un enfant. Une autre erreur technique, je pense, c'est la place accordée à l'interprétation dans la cure d'un enfant autiste. Alors là, ça mériterait une très longue discussion qu'on n'a sûrement pas le temps d'avoir ici. Mais moi, je pense que l'interprétation en tant que révélation, si vous voulez, d'une motion inconsciente, refoulée, n'a pas sa place, ou n'a que très rarement sa place dans le traitement d'un enfant autiste. Ça pose d'ailleurs une question encore beaucoup plus générale. Est-ce que vraiment il y a du refoulé chez les enfants autistes? Bon, mais ça c'est une autre question. Il me semble que ce que nous faisons quand nous parlons avec ces enfants, c'est beaucoup plus quelque chose qui rentre effectivement, comme tu le disais, dans un cadre narratif. Alors la psychanalyse, je pense, est en général, moi je partage tout à fait ton point de vue, une science narrative beaucoup plus qu'une science causale, mais c'est encore plus vrai dans ce cas où il y a chez l'enfant autiste une impuissance narrative et où il a besoin peut-être qu'on lui apporte en préalable des ébauches d'histoire qui ne sont pas encore son histoire, mais qui pourront le devenir. C'est-à-dire qu'on lui dise en somme, non pas ce que tu fais, je caricature évidemment, ce que tu fais ou ce que tu dis, ça pourrait vouloir dire ça, ça ou ça, mais simplement, je vais te proposer une petite histoire parce que ce que tu dis ou fais, ça pourrait vouloir dire quelque chose. Et je crois qu'on en est souvent à ce niveau-là, à ce niveau que Pierre de Lion appelait propédeutique tout à l'heure. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors ça, je crois aussi qu'une espèce de bombardement interprétatif, quelquefois transmis de façon tout à fait maladroite aux parents, a beaucoup joué dans la situation actuelle. Et puis, peut-être aussi pourrait-on parler d'un repli de l'analyse sur elle-même. Alors, on voit aujourd'hui à quel point les neurosciences, la génétique, pénètre notre champ. Ça ne veut pas dire que tout revient au même, là je suis tout à fait d'accord, et qu'il s'agit peut-être beaucoup plus de chercher des inspirations métaphoriques, j'allais presque dire, mais ça veut dire aussi quand même qu'on s'intéresse, qu'on fait preuve de curiosité pour les neurosciences. J'allais dire aussi, en écoutant tout à l'heure, c'est une association que j'ai faite, quand tu parlais d'intersubjectivité, je trouvais que ce que tu disais attribué à Roussillon, ça ressemblait furieusement à Husserl. Et je me dis que peut-être on a aussi perdu ce qui existait à un certain moment, et je pense à Pierre Fédida surtout, c'est une certaine curiosité pour la phénoménologie. Que la psychanalyse a eu un peu tendance à se croire un peu toute puissante et à se retirer des liens avec d'autres sciences humaines et avec les neurosciences, et en particulier avec les sciences cognitives. Il me semble que Lacan nous avait pourtant donné un exemple. Après tout, le stade du miroir, il l'a emprunté à la psychologie du développement de l'époque, Henri Vallon. Depuis, la psychologie du développement, et tu l'as très bien montré tout à l'heure, Bernard, elle a fait d'énormes progrès. Pourquoi est-ce que nous ne continuerions pas à emprunter, peut-être à titre métaphorique, mais à emprunter des données aux expériences actuelles de la psychologie du développement et des sciences cognitives. Je vais terminer parce que nous sommes très très en retard. Et une dernière chose que je voudrais quand même dire, c'est que ce qui a beaucoup manqué aussi, peut-être parce que nous étions trop occupés à soigner ces enfants, à les accueillir, et qu'on ne peut pas tout faire, et que nous n'étions pas formés vraiment à cela, c'est une absence
d'évaluation. Alors aujourd'hui, on essaye tout doucement de changer un tout petit peu les choses, mais cet intérêt dominant pour l'accueil de l'enfant, pour le soutien à sa famille, a entraîné une négligence qui, dans le contexte culturel actuel, nous met en mauvaise position. L'absence d'évaluation, l'absence de publication internationale, et donc de se plier aux critères et aux normes méthodologiques et de présentation de ces publications internationales. Il y a un paradoxe, et c'est là-dessus que je conclurai, c'est que ceux qui aujourd'hui en France sont les spécialistes internationalement le plus reconnus de l'autisme sont des gens à qui aucun de nous, s'il avait le malheur d'avoir un enfant autiste, ne confierait son enfant, et que ceux qui, de l'aveu même des parents concernés, représentent une aide appréciable et humaine pour eux et pour leur enfant, et je pense à dont témoigne le film de Bernard Richard tourné dans le service de Marie Allione, ou les parents que nous avons interviewés dans le livre que Claude et Marie ont coordonné, montrent à quel point ils ont trouvé quelque chose, mais ceux-là n'ont aucune place dans le concert international. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, vous retrouverez des interventions de M. Hockman aussi dans le film que vous allez acheter en sortant. Je peux faire de la pub d'autant plus facilement que c'est pas là où je travaille, c'est pas un film sur Bonneuil, c'est un film sur l'hôpital de jour dont s'occupe Marie, et c'est un film vraiment formidable. Choses au passage comme ça qui m'ont vraiment sauté aux yeux dans la richesse de ces 4 interventions et dans leur complémentarité, pas seulement leur richesse individuelle, mais aussi à quel point tout ça s'articule bien pour moi. Il y a une chose qui me frappe, c'est et qui résume beaucoup de choses finalement, dans la citation que Catherine faisait de Ségolène Neuville. Elle dit « La psychanalyse ne peut rien contre l'autisme ». Alors ça quand même c'est terrible, parce que soit elle fait un lapsus, soit elle veut dire quelque chose, et je pencherai plutôt pour la seconde hypothèse, qui est finalement une projection, c'est-à-dire que, évidemment qu'ici, parmi nous, personne n'est contre l'autisme, bien entendu. Bien entendu qu'il ne s'agit pas de se battre contre quelque chose, il s'agit d'aider des gens à avancer dans quelque chose. Et ce contre, effectivement, pose un autre problème. Effectivement, nous avons tous ici, en tout cas à cette table, mais je pense tout le monde dans cette salle, a dans l'idée que ce qui est essentiel, c'est la complémentarité. Ça a été très très bien dit par les uns et les autres, et je suis très heureux quand vous disiez tout à l'heure que le diagnostic est une délivrance qu'il donne à penser. Ça, c'est effectivement très important. Mais alors, effectivement, on se retrouve dans cette situation de projection dans laquelle nous-mêmes sommes souvent accusés de quelque chose qui est une exclusion, qui est une discrimination, alors que, effectivement, c'est plutôt du contraire qu'il s'agit. C'est-à-dire que c'est plutôt le psychanalyste qui se trouve, et ça a été rappelé, Pierre le disait, les systèmes ABA ont plutôt tendance aujourd'hui à dire si vous mettez votre enfant dans un hôpital de jour ou si vous le confiez d'une façon ou d'une autre à un psychanalyste, nous on arrêtera de s'en occuper. Deuxième toute petite chose, et voilà, cette projection, moi, me paraît être une chose extrêmement importante parce qu'elle renverse les positions. La deuxième petite chose que j'ai vue au passage, que je ferai remarquer à Pierre, c'est que tu dis qu'on reconstitue les asiles. Oui, bien sûr, mais peut-être que le pire encore, c'est qu'on ne s'occupe plus des malades, quoi. Comme par exemple Reagan l'avait fait dans les années 70, et comme bon, après tout, les asiles, c'est peut-être un endroit où on pourrait encore inventer quelque chose, ne serait-ce qu'en les faisant évoluer. Et troisième petite chose comme ça, très rapide. J'ai été très intéressé par ce que vous avez dit des sciences, des sciences narratives, sciences causales. Évidemment, on est bien dans ce phénomène, mais ça pose une autre question qui est comment nous situons-nous dans un monde où tout le monde veut de la causalité et où effectivement il est très difficile de continuer à défendre l'idée de quelque chose de narratif. Jacques nous expliquait dans le dernier congrès de la CIPA comment un courant aux
États-Unis se développe qui s'appelle médecine narrative, ce qui au fond est un pléonasme si on réfléchit bien. Eh bien, effectivement, c'est extrêmement difficile de continuer à être narratif dans un monde où la causalité doit tout dominer. Voilà, je voulais juste faire remarquer ces 3 petites choses. Je passe la parole à Marie, qui peut-être va en ajouter une. Non, parce que ça suffit, je pense. Non, moi je suis vraiment... Je crois qu'on a de la chance d'avoir entendu des acteurs de terrain qui connaissent si bien le sujet, qui nous ouvrent à la complémentarité. Et je voulais juste dire à Jacques, par rapport, mais je crois qu'il est au courant, par rapport aux parents, depuis que ce livre, enfin depuis que toutes ces choses ont été faites, parce que le temps avance, il y a un parent d'enfants, enfin puis un groupe, qui a initié un mouvement de rassemblement pour une approche de l'autisme humaniste et plurielle. C'est Patrick Sadoun qui est vraiment parti en tête de Pont-de-Sac, qui est un parent d'enfants autistes, et donc le RAAHP a sa première réunion le 16 octobre, je crois, pour fonder. Et dans ces parents-là, on retrouve un petit peu ceux qu'on avait interviewés. Donc c'est une autre voix qui va commencer à se faire entendre. C'est important. Alors, juste vous dire au passage que je viens d'apprendre là aussi qu'une nouvelle association de parents qui s'appelle Autisme Pluriel et qui est créée par le professeur Bonnet, qui devait être là avec nous aujourd'hui mais qui n'est pas là, qui est aussi le père d'un enfant autiste et qui veut créer une association pour défendre la possibilité de se faire soigner où on veut, comme on veut. Donc il pourrait peut-être retrouver, s'associer avec Sadoun. Et voilà, alors il m'a donné aussi une adresse mail que j'ai oublié de vous donner tout à l'heure, qui est autisme.pluriel@orange.fr. Si vous voulez pouvoir les contacter, leur dire que c'est important de pouvoir bouger comme ça, n'hésitez pas à le faire. Donc je suis obligée d'arrêter cette table ronde que vous retrouverez sur le site, puisque nous l'avons filmé, pour que vous puissiez la voir sur le site. Et puis il va y avoir aussi la journée qu'on va organiser où on vous attendra tous. Et vraiment merci encore à messieurs les professeurs qui nous ont apporté une après-midi aussi enrichissante. Merci.